Pendant longtemps, elle était considérée comme une simple question de volonté. Aujourd'hui, l'obésité est reconnue comme une maladie chronique complexe. Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes sont concernées. En France, cela touche près d'un adulte sur 5, soit près de 10 millions d'habitants. Et depuis quelques années, une nouvelle génération de médicaments fait beaucoup parler d'elle. Les traitements médicamenteux de l'obésité, ou des noms qui vous disent quelque chose, GLP-1, sémaglutide. Initialement développés pour traiter le diabète, ces traitements permettent une perte de poids parfois spectaculaire, jusqu'à 15 voire 20% du poids corporel dans certains essais cliniques. Résultat, un engouement mondial, des ruptures de stock et aussi des dérives. Des produits frauduleux circulent désormais sur Internet sous forme de patch ou de pseudo-injections. L'Agence du médicament vient même de prendre plusieurs mesures de police sanitaire contre des sites de vente illégale. Alors ces médicaments représentent-ils une révolution médicale dans la prise en charge de l'obésité ? Qui peut en bénéficier ? Quels sont leurs risques ? Et peuvent-ils vraiment remplacer les changements de mode de vie ? Vous entendrez le témoignage de Jeanne, 38 ans. Elle est passée de 103 à 82 kilos en 9 mois. Pour nous éclairer également Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, auteure de « Je n'ai pas choisi d'être grosse » chez Solar. Sans oublier la consultation du professeur Sébastien Tchernikov, chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou, co-auteur notamment de Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant aux éditions Solar. Il est également coordonnateur du réseau de recherche Force. Je suis Margot de Croubille, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Sébastien Tchernikov, bonjour. Bonjour. Alors si on s'en réfère à l'OMS, parce que c'est toujours un peu notre référence, le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé. C'est la définition ou il y en a une plus moderne ? C'est la définition, elle est vague, mais elle est réelle. Et ces nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé nous disent depuis maintenant 3 ans que cette maladie chronique qu'est l'obésité doit être perçue au travers d'une dimension un peu plus large, et elle nous indique, elle nous permet de mieux classifier les patients en fonction du retentissement de la maladie. Ce retentissement, il peut être bien sûr physique, les comorbidités comme on dit, est-ce que les patients ont du diabète, des maladies cardiovasculaires, un cancer, etc., mais aussi le retentissement fonctionnel. Est-ce que je suis capable de marcher 100 mètres, 200 mètres ? Est-ce que j'ai un essoufflement ? Est-ce que l'origine de mon obésité est génétique ou pas ? Est-ce que j'ai un trouble du comportement alimentaire ? Et contrairement à ce que pense souvent le grand public, les troubles du comportement alimentaire, ils ne sont pas du tout systématiques chez les patients qu'on voit en consultation. Donc cette vision un peu plus large, avec différentes dimensions, elle nous permet de mieux prendre en charge les patients parce qu'on a une vision bien plus complète du retentissement et des causes de cette obésité, et ça nous permet justement à la fois vis-à-vis des patients, mais aussi de leur entourage et du grand public, d'avoir une vision un peu moins catégorique, un peu moins binaire de comment vit un patient avec une obésité, quel est le retentissement dans son quotidien et comment on va pouvoir l'aider justement avec quel traitement, quelle approche. On raisonne toujours en termes d'indice de masse corporelle, l'IMC ? Oui, l'IMC est toujours pris en compte parce que ça reste quand même un bon indicateur populationnel pour poids sur la taille en mètres au carré. On a parlé du surpoids, 25 à 30 et au-delà de 30 pour l'obésité. C'est un bon indicateur, il est simple ou simpliste, mais vraiment le message de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire on ne résume pas tout à cet indicateur. Et un patient ne va pas se résumer à son obésité, et notamment tout le langage, toute la terminologie qu'on va employer pour caractériser les patients et s'adresser à eux va avoir un rôle extrêmement important. On en reparlera avec Anne-Sophie Joly. Oui, parce qu'il y a quand même la composition corporelle peut être variable d'un sujet à l'autre. Je veux dire, Teddy Riner, il n'a pas la même composition que d'autres. Oui. Donc je veux dire, la masse grasse, la masse maigre, tout ça, c'est un peu différent. Donc résumer à un chiffre, ça paraît un peu compliqué, non ? C'est exact. La composition corporelle, donc le pourcentage de masse grasse, pourcentage de masse maigre, mais aussi la répartition du tissu adipeux de cette graisse, est-ce qu'elle est sur le bassin, sur le ventre ? Tout ça a un impact bien sûr visuel, mais ça n'est pas le sujet, ça a un impact métabolique et sur le retentissement du diabète
par exemple des maladies cardiovasculaires ou des troubles fonctionnels. On prend un exemple tout bête, si vous avez beaucoup de graisse accumulée sur la partie basse du corps, sur les cuisses par exemple, votre difficulté à marcher va pas être la même que si elle est sur le ventre. Mais au-delà de ça, finalement, on se rend bien compte qu'au travers de cette consultation d'obésité qu'on peut avoir, eh bien, le retentissement au-delà de l'IMC va être très important à analyser et à prendre en compte pour choisir les traitements, l'approche, les types de médicaments et de dire si par exemple c'est une bonne idée ou une mauvaise idée par exemple de débuter un traitement médicamenteux de l'obésité ou de même de proposer une chirurgie de l'obésité chez un patient qui n'a plus aucune masse musculaire. Eh bien ça se discute, le bénéfice-risque il n'est pas si évident. Anne-Sophie Joly, ça fait 23 ans que le collectif national des associations d'obèses existe. Vous œuvrez depuis un peu plus. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années, notamment dans le regard du grand public? On a arrêté de croire que l'obésité est une question de volonté. Ça, pour vous, c'est révolu? Non, pas encore. Pas encore. Alors c'est vrai qu'on a commencé à l'âge néandertalien de la prise en charge de l'obésité. C'est vrai que là-dessus, les patients avec les sociétés savantes, j'ai envie de dire, ont mis le pied à l'étrier face à des urgences qu'il fallait absolument gérer. Le premier fait d'armes a été effectivement d'avoir des recommandations de bonnes pratiques à la Haute Autorité de Santé. C'était une urgence capitale. Maintenant, on a évolué. Alors évidemment, pas assez vite, à mon goût, au vu de l'urgence aujourd'hui, et celle qui est en train d'arriver, c'est-à-dire l'OMS nous projette, là aujourd'hui on a 10 millions de personnes qui souffrent que d'obésité en France, l'OMS nous dit qu'en 2030, donc dans 4 ans, c'est plus 10 millions, c'est 20 millions. À ça, il faut rajouter le surpoids. Donc, on avance, mais sur la stigmatisation, sur la grossophobie, on reste encore très ancré sur certaines personnes qui partent du principe qu'il suffit d'arrêter de manger, il suffit d'aller courir et puis le problème est réglé parce que ils ne sont pas impactés par cette problématique-là. Chance à eux, mais on est dans une inégalité métabolique et ça a effectivement des conséquences, le professeur Tchernikov le disait très bien, sur le métabolique, mais aussi sur le psychologique et sur le social, et sur l'affectif. Ça va toucher toutes les tranches de votre vie à tous les niveaux. Donc, on est sur une 4e cause de mortalité dans le monde évitable. Et pour autant, j'ai la sensation que, finalement, l'urgence face à cette problématique qui est quand même 18 pathologies associées, Covid, ça en fait la 19e, on est très très loin du compte de ce qu'il faut faire, en fait. Alors, en fin de compte, est-ce que la prise en charge par rapport à l'évolution que vous dites de la perception, est-ce que la prise en charge des médecins et de l'ensemble des professionnels de santé a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, on a vraiment pris conscience que c'était une maladie? Et est-ce que la démarche diagnostique, la démarche de prise en charge a changé ces dernières années? Alors, qu'est-ce qui a changé? Bon, on est parti du Néandertal, peut-être. Ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. Premièrement, des plans de santé publique qui se sont enchaînés depuis presque 15 ans maintenant. Il y en a eu un tout récemment. Voilà, et plus récemment, la feuille de route annoncée par la ministre de la Santé, dont on attend bien sûr des annonces très fortes sur plusieurs sujets. Pour moi, l'accès aux traitements. Et quand je dis l'accès, c'est une prise en charge de ces traitements, comme vous le savez aujourd'hui, qui ne sont pas accessibles avec une prise en charge sécurité sociale. Là, vous parlez des fameux nouveaux médicaments. Des TMO, des traitements médicamenteux de l'obésité. Vous dites pas GLP-1. Non, on dit TMO, ça fait plus chic. Plus moderne. Ouais. Okay. Et puis ça permet de comprendre, parce qu'en fait, c'est un des sujets qu'on peut aborder, c'est qu'aujourd'hui, on est face à l'arrivée de très très nombreux essais cliniques qui sont prometteurs et qui sont pour nous vraiment très encourageants sur le fait de pouvoir diversifier l'accès à ces médicaments, mais encore faut-il qu'ils puissent être accessibles aux patients. Et comme vous le savez, à l'hôpital, on voit surtout des patients qui sont en situation peut-être les moins favorisés en moyenne. Et puis deuxièmement, dans cette feuille de route de l'obésité, deuxième message, pour pouvoir délivrer des programmes de santé publique, on a besoin de médecins spécialisés en endocrino-diabéto-nutrition, et on a un manque cruel de ces médecins, donc on attend des annonces fortes de la part du ministère de la Santé. Donc, des plans de santé publique, des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui permettent aux médecins d'être guidés, et puis la formation. On doit améliorer la formation à la fois vis-à-vis du grand public, c'est de l'information, et on doit améliorer la formation des médecins, des professions de santé non médicales.
Et puis, dernier point, on a publié avec le groupe de coordination des centres obésité fin novembre un document qui permet à la fois d'informer les patients, tout est téléchargeable sur le site obésitéfrance.fr, et surtout des recommandations pour aider les médecins non spécialistes à manier ces différents traitements médicamenteux de l'obésité et à bien comprendre un point essentiel, ces médicaments sont des révolutions thérapeutiques, mais ne le sont pas si elles sont exclues d'un parcours de soins. Les patients... C'est pas en première intention. Pas en première intention, ça c'est clairement indiqué dans les recommandations de la RCP du produit, comme on dit. C'est des recommandations qui sont valables dans le monde entier. Mais par ailleurs, le patient doit être pris en charge dans un parcours de soins qui va impliquer différents intervenants, diététiciens, enseignants en activité physique, médecins spécialistes, etc. Et donc c'est au prix de cette prise en charge qu'on va pouvoir avoir une efficacité sur le long cours, puisque ces médicaments, ils sont clairement suspensifs, comme on dit, c'est-à-dire que l'effet qui est induit, il va avoir une certaine limite, certes importante, mais une certaine limite malgré tout. On ne peut pas en attendre des miracles. Et deuxièmement, comme un antihypertenseur, comme un hypolipémiant, le médicament pour le cholestérol, on les arrête, la tension remonte, le cholestérol remonte. Ça va être exactement la même chose à la fois sur le poids et sur les effets métaboliques. Pourquoi ces médicaments qui en fait sont faits pour le diabète au départ et qui fonctionnent bien dans le diabète, pourquoi est-ce qu'ils font perdre du poids ? Quel est le mécanisme en fait ? Alors le mécanisme, il est central. Qu'est-ce que ça veut dire central ? Ça veut dire que le cerveau va être positivement influencé par ces médicaments dans le comportement alimentaire. Ça induit une satiété précoce, c'est-à-dire que vous avez moins envie de manger relativement tôt après le début du repas, vous allez avoir moins envie de grignoter entre les repas, et troisièmement, on sait qu'aujourd'hui, ça va un peu rerouter, comme on dit, un petit peu modifier vos préférences alimentaires. Étonnamment, c'est quelque chose qui n'est pas très bien décrit dans la littérature scientifique, mais les quelques publications qui existent nous disent tiens, ces médicaments donnent moins envie de manger des aliments gras, moins envie de manger des aliments sucrés, et peut-être aussi des effets sur la consommation d'alcool. C'est ce que nous décrivent les patients. Mais là où je voudrais revenir sur un point pour moi très important, c'est qu'on est face à un modèle de maladie chronique. Et ça, il faut bien que les auditeurs le comprennent. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont être pris sur le long cours. Mais par ailleurs, on sait aussi qu'un certain nombre de patients, et je vais aussi donner la parole après à ma Anne-Sophie Joly, c'est que les patients nous disent, après un an et demi de traitement, tiens, j'ai cette petite musique qui revient, ce qu'on appelle le food noise, on va dire des pensées alimentaires qui, chez certains patients, peuvent revenir et nous disent, bon, je sais maintenant ce qu'il faut faire, j'ai les outils pour le faire parce que je suis aidé par ce médicament, mais si je tente de manger plus, peut-être que je peux y arriver. Et donc, il y a tout ce travail de fond autour de l'accompagnement du comportement alimentaire qui est essentiel avant la prescription de ces médicaments. Vous vouliez réagir, Anne-Sophie Joly ? Maladie chronique, et je rajouterais incurable. C'est-à-dire qu'on peut soigner, accompagner une personne qui est en situation d'obésité. On ne se débarrassera jamais de l'obésité. Malgré une perte de poids de 20%. C'est à vie, enfin, c'est marqué au plus profond de nous-mêmes, dans les cellules. Et c'est pour ça que c'est hyper important, de soigner ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, ça a été très bien dit, on a un besoin d'égalité aux chances de traitement. C'est-à-dire une prise en charge par l'assurance. Qui soit remboursée par l'assurance maladie. Aujourd'hui, ça coûte combien ? C'est environ 300 € par mois. Alors après, ça dépend des molécules, mais les personnes les plus défavorisées sont les plus impactées. Donc on est carrément sur une inégalité. Et là, je rappelle effectivement que il y a plein de choses, hein. Pour certaines personnes, s'il n'y a pas de médicaments, c'est pas une maladie. Et puis d'un autre côté, on n'est pas en train de gérer de l'esthétique. On est en train de gérer de l'année d'espérance de vie et essayer de pas développer de comorbidité ou d'aggraver un état de santé qui existe déjà. Chez certains patients, c'est 10 ans qui peuvent être gagnés avec le traitement. Et puis surtout, faire en sorte qu'il ne déclenche pas d'autres pathologies derrière. Là, il y a un problème Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect humain de l'individu. Comment on peut améliorer son état de santé, mais aussi sa condition de vie, au point de vue sociétal, familial, trouver du travail, etc. C'est tout ça, l'obésité. Ce n'est pas que du métabolique, donc l'aspect sociétal. Et puis de l'autre côté, se dire que c'est un médicament qu'il va falloir, de près ou de loin, avoir un traitement à vie. Donc, vous savez, pour rebondir sur ce que tu dis, on a des patients qui, après avoir perdu du poids, nous disent « Tiens, c'est rigolo, des collègues m'adressent
la parole. Oui, mais c'est catastrophique. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont quand même importantes peut-être à dire. Ça vous paraît, ça vous paraît banal, ou un peu bête, mais en fait, mais ça l'est pas que le regard de la société est extrêmement t'as le droit de réexister, en fait, c'est ça. Voilà. C'est que finalement, je le vaux bien. C'est pas si évident que ça. C'est que si on re-rentre dans les standards de la société qu'elle nous impose avec un carcan excessivement serré, en fait, on a le droit ou on n'a pas le droit d'exister. Et là, en re-rentrant finalement dans un cadre de acceptabilité morphologique, finalement, tu as récupéré des amis que tu méconnaissais. On va te tenir la porte quand tu veux rentrer quelque part. Et puis on va trouver du travail. Enfin, tout Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Là, vous êtes en train de nous dire, on a des médicaments qui, dans les études, ont montré que c'était efficace, qui permettent, en fin de compte, de sauver des personnes, qui permettent aujourd'hui de diminuer les maladies qui peuvent survenir quand on est en situation d'obésité. Et vous nous dites, en fin de compte, les patients qui sont reconnus comme des malades, ils doivent payer de leur poche. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Sécurité sociale ne le prend pas en charge ? On n'est juste pas une maladie orpheline. Mais le diabète n'est pas une maladie orpheline non plus. Oui, mais on est plus nombreux. On est plus nombreux, on est quand même 10 millions aujourd'hui. Donc vous nous dites aujourd'hui la Sécurité sociale n'aurait pas les moyens de... Alors, c'est en discussion avec la... C'est en discussion, effectivement, Bercy avec les laboratoires et pas que. Enfin, ça va même plus haut niveau que Bercy. C'est juste qu'effectivement, on est très nombreux, donc nous, on a répondu à des cases. Dans un premier temps, qui devrait être prioritaire sur un remboursement ? Donc, on est sur un rapport bénéfice-risque, des urgences médicales à gérer. Donc, qui devrait en avoir en premier lieu le plus urgence pour pouvoir bénéficier sur une prise en charge assurance maladie. Mais de l'autre côté, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui et on voit les perspectives de demain, c'est ça. C'est aujourd'hui, on peut prendre qui ? Demain, on prend qui ? Et après-demain, on prend qui ? C'est ça le truc. D'où l'intérêt, et je vais m'arrêter là, d'où l'intérêt de faire du curatif, mais aussi essentiellement du préventif. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Jeanne, qui a 38 ans. Elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Elle a une mauvaise hygiène de vie qui a entraîné une importante prise de poids ces dernières années, jusqu'à atteindre 103 kilos l'été dernier. Et son médecin lui a prescrit du Wegovy en juin. Écoutez-la. Je suis passée de 103 kilos à 82 kilos. Globalement, moi, j'ai pas eu d'effet secondaire. J'ai vaguement eu un peu de constipation au début de la prise du traitement. J'ai fait une visite de contrôle avec le médecin la semaine dernière. Le médecin m'encourage à poursuivre sur ce chemin qui est ce traitement qui apporte des résultats assez spectaculaires, mais tout en gardant une vigilance très précise sur le rééquilibrage alimentaire et l'activité physique, qui aujourd'hui est encore une activité physique adaptée pour pouvoir éviter de perdre du muscle. Maigrir, c'est bien, mais il faut maintenir le muscle. Plus on a du muscle, plus notre métabolisme fonctionne bien. Donc, bilan très positif. Après, il y a des questions qui se posent derrière ce traitement. La durée, c'est à vie. J'ai mis du temps à l'accepter, en fait. Et l'autre sujet, c'est la question du coût. Ça passe quasiment du simple au double. Donc, en fait, il faut pouvoir repérer les pharmacies qui vendent le traitement au prix le plus bas. Donc, il y a des forums, notamment sur Facebook, où les patients s'échangent les bons plans. Donc on voit bien quand même que Jeanne le précise, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de choix, qui sont des éléments de changement de vie, car ça c'est quand même la motivation, et d'effets indésirables. Effets indésirables, il y en a beaucoup ? Le choix de telle ou telle molécule va se faire sur plusieurs niveaux. Premièrement, l'efficacité en termes de poids, mais deuxièmement, l'efficacité démontrée dans les essais cliniques sur les maladies associées. Est-ce que vous avez une stéatose du foie ? De l'apnée du sommeil, un antécédent cardiovasculaire. Et c'est ce choix-là qui va déterminer la molécule. Ensuite, l'évaluation initiale, c'est le statut nutritionnel, la force musculaire, l'état psychologique, des addictions éventuelles. Et puis, c'est inhabituel pour nous en France, la capacité du patient à accéder à ces traitements. Alors on espère, on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'il va y avoir des changements, mais ça fait partie vraiment des points essentiels. Et puis on a eu des annonces, une annonce ministérielle récente sur les PCR, les programmes coordonnés renforcés, donc qui sont ces dispositifs pris en charge par l'assurance maladie qui vont se déployer en 2026-27, j'espère, qui vont être des structures de prise en charge des patients au long cours,
diététique, activité physique, psychologique, c'est des choses qu'on attendait depuis des années. C'est assez révolutionnaire. On espère que la mise en œuvre va être accessible aux différents patients et aux différents soignants et au ministère, bien sûr. Mais c'est quelque chose d'essentiel parce que les patients qui sont opérés d'une chirurgie de l'obésité ou qui ont accès à un traitement médicamenteux de l'obésité doivent pouvoir accéder à une prise en charge pluridisciplinaire au long cours, prise en charge par l'assurance maladie. On est très en retard sur la prévention primaire ou secondaire. On est dans le secondaire ou dans le tertiaire, dans le sujet qu'on évoque aujourd'hui. Et les patients, on ne peut pas leur demander d'accéder à ces consultations répétées de diététique qui coûtent relativement cher, mais qui sont indispensables pour les patients. On sait que même avec la chirurgie de l'obésité, il y a à peu près un patient sur 3 qui, sur le long cours, va être en échec de cette chirurgie parce qu'il n'a pas accès à ce parcours de prise en charge. Donc pour nous, c'est vraiment une lutte très importante. Sur les effets secondaires, c'était très léger chez Jeanne, mais pourtant on entend d'autres sons de cloche parfois. Bien sûr, bénéfice-risque toujours. Donc effets secondaires digestifs importants, nausées, constipation, diarrhée, reflux. Ça, c'est vraiment fréquent et bénin la plupart du temps. Le risque de calcul dans la vésicule, c'est un risque qui existe parce qu'on perd du poids beaucoup et très vite. Et c'est vraiment les 2 principaux sujets sur lesquels on a de la vigilance. Après, il y a des zones d'ombre qu'on connaît un petit peu moins bien. L'effet sur l'os, l'effet sur le muscle, sur la réapparition des troubles alimentaires, on connaît mal tout ça. Et bien entendu, on a besoin de beaucoup d'études en population pour réussir à capter ces signaux qu'on connaît mal au long cours. Donc juste pour terminer, bien entendu, c'est pas du tout des médicaments de l'esthétique, c'est pas des médicaments de l'apparence, c'est des médicaments, par définition, qui doivent être réservés à des patients qui ont une maladie chronique qu'on appelle l'obésité. Pour terminer, ça vous met en colère, Anne-Sophie Joly, quand on voit les influenceurs sur les réseaux sociaux qui prennent ces médicaments à des buts purement esthétiques ? Alors, le CNAO a la chance de faire partie de la charte alimentaire de l'ARCOM depuis sa création, donc depuis 2010. L'UMIC, qui gère effectivement les influenceurs, est signataire de la charte alimentaire. Et effectivement, c'est un point de vigilance sur lequel on a discuté plusieurs fois avec eux, sur attention au cadrage, des influences sur des produits, oui, mais quand il s'agit de santé, c'est un travail qui doit être fait par des médecins, pas par des influenceurs. Là, je dis à la population qui est en train d'écouter le podcast, il s'agit de votre santé, vous n'en avez qu'une, et vous n'avez qu'une vie. Donc, partant de ce principe-là, l'impératif, c'est vous et rien d'autre. Je voudrais quand même vous poser une petite question. On a aujourd'hui, par rapport à cette maladie chronique, beaucoup d'armes disponibles. Est-ce que vous diriez que, en rêvant, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, l'obésité sera vaincue ? Alors, on se revoit d'ici là. Avec plaisir. On se prend un café, on en reparle. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, si on veut être efficace sur la prise en charge de l'obésité, c'est pluridisciplinaire à 360 degrés sur des décennies. C'est-à-dire que là, il faut parler, alors on a parlé alimentation, mais alimentation ultra transformée, il y a des cadrages à faire. Est-ce qu'on a besoin de tous les perturbateurs endocriniens ou du sel ou du sucre qui sont rajoutés à plein de niveaux? Je pose une question très naïve, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est un intérêt purement marketing de vente ou est-ce que c'est un intérêt de conservation? Là, il n'y a absolument pas de transparence sur la population générale, mais ça, c'est un travail qui doit être fait au niveau national, européen et international. Et de l'autre côté, l'obésité, ce n'est pas que manger et que de l'activité physique, c'est des polluants. C'est là les perturbateurs endocriniens, c'est la société qui est très obésogène de plus en plus dans les rues ou dans les villes où on arrive. J'entends des fast-food qui me disent nous, de toute façon, on aura un restaurant, entre guillemets, à moins de 10 minutes de chaque Français. Est-ce que dans les fast-food, on est sur une priorité de 5 fruits et légumes? Par contre, il faut être en capacité de se faire plaisir. Maintenant, là, il doit y avoir de la connaissance et de la transmission d'informations à la population générale, à tous les niveaux, de tous les âges, de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire moins, et sur quelle fréquence et à quelle dose, parce qu'il y a ça aussi. C'est quelle dose, pour quel produit, à quelle fréquence, sur quelle année, à quel niveau, et sur toute la vie, en fait. Donc, j'aimerais être aussi optimiste, mais là, il va falloir une volonté politique
très très puissante. Et je le redis, ça doit se passer au niveau du président de la République. Il a fait les états généraux sur les 6 premiers mois de son premier mandat. Moi, je suis complètement preneuse pour qu'on se prenne un café à l'Élysée et qu'on parle effectivement des 6 derniers mois de sa mandature avec la fin des états généraux, avec un plan interministériel sur 10 ans sur l'obésité. Merci beaucoup Sébastien Tchernikov. On rappelle que vous êtes chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et merci à Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.